Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du 11 avril. Dans l'actualité ce soir, les parlementaires sur le point d'introduire le contrôle coercitif comme délit pénal. Le fait de contrôler son conjoint, l'isoler, le surveiller, un emprisonnement invisible considéré comme un précédent au féminicide. Explication dans ce journal. Air Tahiti lance sa campagne de pesée de ses passagers. Tous les 5 ans, cela permet à la compagnie d'ajuster la configuration de ses avions. Plus les passagers pèsent lourd, moins il y aura de sièges ou de fret. Et en 15 ans, les voyageurs ont pris 8 kilos. Notre rubrique Te Hono Ta'amotu du vendredi vous emmène ce soir à Makatea. La navette maritime Vaiarei s'apprête à y effectuer sa première rotation. Le maire délégué Julien May sera avec nous. Il nous dira ce qu'espèrent les habitants de ce voyage test. Et puis nous irons à Paris en fin de journal pour le plus grand événement littéraire, le Festival du Livre. 450 maisons d'édition y sont présentes, dont au Vent des Îles, parti faire la promotion des auteurs du Pacifique. Merci d'être avec nous. On commence avec ce chiffre. 8 signalements sont effectués chaque jour pour violences intrafamiliales en Polynésie. La loi pourrait bientôt évoluer avec l'introduction du délit de contrôle coercitif, un pas de plus dans la lutte contre les violences conjugales. Ces manœuvres visent à isoler et contrôler sa conjointe le plus souvent, en surveillant ses déplacements ou encore en réduisant son autonomie financière. Actuellement examinées, les parlementaires considèrent qu'elles sont un précédent au féminicide. Kaline Liénard et Patrick Sinsing. Se balader librement, s'acheter des vêtements, des bijoux, des chaussures, bref, faire ce qu'on veut, c'est impossible quand on est victime de contrôle coercitif. En clair, cela signifie que dans une relation, l'une des personnes veut soumettre l'autre à sa volonté. Ça peut se traduire par l'isolement de la victime, donc lui dire de rester à la maison, le fait de la harceler, de contrôler son quotidien, de lui faire des menaces, du chantage. Si tu me quittes, je vais me suicider. Ça peut être le fait d'utiliser les enfants également. Donc si tu ne reviens pas, je garde les enfants, tu les verras plus. Le contrôle coercitif est un phénomène insidieux. Il s'exerce aussi bien dans les relations amoureuses que familiales. À l'échelle internationale, on sait que c'est en très grande partie des femmes. Par contre, en termes de milieu social, d'origine ethnique, d'âge, il n'y a aucune variable qui est identifiée. Tout le monde peut être concerné. Et justement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de signe extérieur. Donc on va difficilement le repérer. C'est pour cela que le violentomètre a été créé, un outil pour reconnaître les signes d'un contrôle coercitif et faire la différence entre une relation saine et toxique. C'est comme un thermomètre de la violence. Et ce qui est important en fait dans le contrôle coercitif, c'est que c'est toute une série d'actes qui se cumulent. Tu sors pas, tu vas pas voir tes parents, tu me donnes accès à tes comptes, je surveille ton téléphone. Et puis ça peut aller jusqu'au féminicide. C'est le dernier palier entre guillemets lorsque le contrôle échappe. Le contrôle coercitif sera bientôt sanctionné par la loi. Les parlementaires sont en train d'examiner le texte. En bref, une touriste polonaise de 57 ans s'est noyée ce matin devant la plage de Teme à Moorea. Une information de nos confrères de TNTV. Les riverains ont été alertés par ses cris, mais ils sont arrivés trop tard. Les secours n'ont pas pu la réanimer. La mer était agitée aujourd'hui. C'est une statistique qui en dit long sur notre société. Tous les 5 ans, Air Tahiti lance une campagne de pesée de ses passagers. Il n'y a rien d'obligatoire et cela reste anonyme. Ces données sont très importantes pour déterminer la quantité de carburant nécessaire à chaque vol. Et le poids moyen des passagers a augmenté de 8 kilos depuis 2004. Nicolas Suire, Marcel Bonneau. Ils acceptent volontiers de se prêter au jeu. Les passagers d'Air Tahiti dans l'ensemble ne rechignent pas à donner leur poids ainsi que celui de leur bagage en cabine. Ça a été pas trop lourd, pas trop léger. Pas trop lourd? Ouais. C'est 120 kilos tu m'as dit quand même? Oui, 120. C'est dans les normes, un peu dans les normes. Obèse, même s'il n'en a pas l'air, car Athanas devrait peser 20 à 30 kilos de moins. Mais comme beaucoup de Polynésiens, il ne comprend pas l'intérêt de cette campagne. Non, ça va. Pas trop gênant? Non. Est-ce que tu comprends? Non plus.
Depuis 2004, la campagne de pesée est obligatoire et nécessaire. En 15 ans, le poids moyen d'un passager polynésien a augmenté de 5 à 8% en fonction des archipels, soit plus de 8 kilos. Afin que les avions puissent atteindre leur destination sans encombre, il a fallu réduire le nombre de sièges disponibles. C'est une trentaine de passagers qui peut être transportés jusqu'à Maupiti en un seul vol. Et pourtant, le vol, pourtant, il y a 48 sièges qui sont offerts sur ces vols-là. Donc, au-delà du forfait passager, on a aussi des restrictions au niveau des pistes d'atterrissage. Donc, et c'est notamment le cas de Maupiti. En fonction de l'augmentation de poids constatée, la compagnie aérienne devra ou diminuer à nouveau le nombre de sièges disponibles ou restreindre le fret embarqué. En 2030, un Polynésien sur 5 sera un senior. Avec l'évolution des modes de vie et l'éclatement des familles, ce n'est pas toujours possible de les garder à la maison. Les unités de vie ou les centres d'accueil commencent à fleurir, un tournant pour la société polynésienne. On voit cela avec Ismaël Tayata et Teiva Ribé. C'est la Rolls-Royce des lits. Un bouton suffit pour le baisser ou le remonter. Tout est automatisé. Le Matrepo est sûr de dormir à point fermé. Pourquoi il y a des lits médicalisés mis en place pour eux? C'est pour que ce soit pratique pour nous, ADVF. Qu'on ne se casse pas le dos et tout pendant la prise en charge. 6 ans maintenant que Hinanu est auxiliaire de vie, un diplôme obtenu en 6 mois au CFPA de Travaux et plusieurs stages par la suite en centre d'accueil, en garderie ou au CHPF. C'est par conviction. On va dire que j'ai toujours aimé le fait de pouvoir m'occuper des personnes âgées. Ensuite, j'ai vu qu'on était plus restreint par rapport aux structures ouvertes aux personnes âgées. La plupart des structures sont déjà full et tout. Première difficulté pour Hinanu, trouver un terrain et une maison. Après plusieurs rendez-vous non concluants, elle tombe sur Christian qui accepte tout de suite. C'est important en plus au niveau culturel d'accompagner les personnes âgées parce que c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont vécu avant nous. Donc nous, au niveau de Teva Yuta, culturellement, les Matayapo sont très importantes. Ici, la sécurité est le maître mot. À l'intérieur comme à l'extérieur, des barres d'appui dans les toilettes, des rampes à chaque entrée pour les personnes en fauteuil roulant et une attention particulière pour l'accès à la piscine. Sécurité par rapport aux personnes autonomes, par exemple, qui peuvent se noyer si on n'avait pas mis en place ça. Sécurité aussi aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui ne savent plus vraiment ce qu'ils font, qui déambulent et qui risquent aussi de se noyer. C'est vraiment dans le concept de la sécurité. Deuxième difficulté, la paperasserie administrative. Il fallait le bail de location. Il fallait que le bail, je puisse aussi envoyer à la DAF pour que ce soit commercialisé. De là, j'ai dû aussi ouvrir une patente en tant que gérante de structure. J'ai dû aussi aller assurer la maison en tant que responsabilité civile. Selon les JSPF, d'ici 5 ans, un habitant sur 5 sera un senior en Polynésie. L'unité de vie de Hinanu est opérationnelle depuis avril. Elle peut accueillir 6 Matayapo 24 heures sur 24. Et on ouvre à présent notre rubrique Te Hono Ta'amotu, comme chaque vendredi. La navette maritime Vaiarei ouvre une ligne test vers Makatea pour le week-end de Pâques. L'île n'est accessible qu'en bateau, soit depuis Tahiti, soit depuis Rangiroa pendant les vacances scolaires. Les pensions de l'île affichent déjà complet pour ce voyage unique. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Julien May, maire délégué de Makatea. Bonsoir. Comment est accueilli ce voyage test par les habitants et les professionnels de l'île ? Bonsoir, Lucie. Oui, l'événement est très bien accueilli, effectivement. C'est un voyage test pour Makatea d'accueillir un si grand nombre de personnes, surtout dans le cadre de visites et autres. Il n'y aura probablement pas d'épreuves sportives telles que l'escalade, il y aura autre chose.
Qu'est-ce qu'il y aura comme activité justement? Quelles autres activités sont proposées sur Makatea? On va leur présenter effectivement la visite du patrimoine industriel, parce que cette histoire est assez mal connue et tous ces vestiges sont très très parlants de cette fameuse histoire industrielle qui s'est passée pendant plus d'un demi-siècle. On va parler également de ce fameux crabe de cocotier que l'on appelle le cavé, le visiter au cours d'une sortie nocturne, pour voir comment cet animal rare d'ailleurs, ce fruit de mer rare, vit dans son environnement naturel. Et puis après, toutes les grottes douces, tout ça sera visité, tout ça. Donc c'est un peu l'histoire industrielle, l'histoire naturelle, l'histoire environnementale de cette île qui sera mise en avant lors de ces 2 jours. Comment les prestataires justement s'organisent pour accueillir ce petit flux de visiteurs le temps du week-end? Oui, effectivement, ce n'est pas facile sur le principe, mais enfin, en tous les cas, il faut savoir que cet événement est placé sous l'égide de Makatea Discovery, dont le président est le même que celui de Makatea Vertical Aventure, à savoir Rita Pumae. En tous les cas, chez nous avons 3 portions de famille, c'est pour ça qu'il y aura tout ce beau monde, plus un camping dans la côte de Momo et un Airbnb. Et puis après, beaucoup de personnes également, je pense qu'il y a 20% de ces personnes, ce sont des originaires de l'île qui reviennent passer ces 2 jours en vacances auprès de la famille résidant actuellement sur Makatea. Vous vous sentez isolé depuis l'arrêt de l'exploitation du phosphate, c'était en 1966? Affirmatif. Je vois déjà pour cet événement, ce n'est pas facile de rassembler tous les éléments de logistique, toute la logistique de restauration et compagnie, parce que nos goélettes aussi ne sont pas dans ces dates de livraison, tout ça. Mais tant bien que mal, le Makatea essaie de s'approcher de manière à ce qu'on puisse se donner un compte rendu positif. Je rappelle évidemment qu'il n'y a pas d'aérodrome sur Makatea. Qu'espérez-vous pour la suite? Moi, je pense que Makatea a toujours son quai et sa passe. Sa passe, ça fait l'histoire. Il est le témoin incontournable de toute l'histoire industrielle de cette île. C'est par là que tout est sorti. C'est par là probablement que tout revient à la population. Mais je pense que pour un développement beaucoup plus souple et beaucoup plus fait, il serait judiciable, à mon avis, il serait d'envisager la mise en place de tout aéroport de manière à fluidifier ce côté touristique. Parce qu'il y a tellement il y a un potentiel très très élevé. Je parlerai de randonnée sportive, de randonnée nature, de randonnée environnementale. Enfin bref, il y a toute une panoplie effectivement assez exclusive à Makatea et aujourd'hui par ailleurs dans notre Polynésie. Donc je pense qu'en tant que maire, j'ai déjà commencé à me pencher là-dessus. Je vais présenter le dossier au conseil municipal dans un peu de temps et on verra comment on pourra faire avancer les choses. Merci Julien May d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes le maire délégué de Makatea et nous nous excusons pour les problèmes de son liés à la connexion aléatoire. Merci. C'est ainsi que se referme notre rubrique Teho no Ta'amotu. Un mot de théâtre à présent, avec la toute première pièce de Rehia Tepa, Les stigmates de la lune, plonge les spectateurs dans une époque où la culture polynésienne est réduite au silence. Elle raconte l'histoire de 5 orphelins qui grandissent dans un environnement austère et colonial et qui veulent se reconnecter à leurs parents à travers la langue et les arts. La pièce est jouée ce soir et demain au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Je vous laisse écouter un extrait. Vous les familiariserez aux bonnes manières, aux beaux gestes et à la divine vertu. Vous leur apprendrez la littérature, les sciences et les arts dans la limite de vos capacités. Et sans oublier l'histoire de notre grande patrie. C'est un thème déjà qui est familier, enfin, j'innove rien avec ce thème de la reconquête culturelle, mais j'ai voulu l'aborder d'un œil vraiment d'un œil d'enfant, enfin enfantin. Et finalement aussi, il y a ce message où quand on perd notre culture, on est tous orphelins de notre culture. Et voilà, c'est cet aspect-là que j'ai voulu développer dans cette scène et aussi dans cette pièce. Et il y a aussi le côté de la mémoire. Donc le devoir de mémoire, de se rappeler en fait notre histoire pour mieux la traverser, en guérir et avancer en fait.
Direction Paris, à présent pour le Festival du Livre qui rassemble 450 éditeurs et plus de 1200 auteurs pendant 3 jours. Et parmi eux, la maison d'édition Au Vent des Îles, venue faire la promotion des écrivains du Pacifique. Il s'agit de l'événement littéraire le plus important de France. On voit cela avec nos confrères d'Outre-mer La Première, Jean-Michel Mazerolle et Alban Lucien. C'est ici, dans cet écrin de verre et d'acier entièrement restauré, que le Festival du Livre de Paris, anciennement Salon du Livre, a donné rendez-vous aux lecteurs cette année, plus de 30 ans après avoir quitté ce lieu emblématique. Et dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par un stand entièrement dédié aux auteurs d'outre-mer. Notre credo, nous, c'est vraiment la littérature de là-bas, parce que c'est des gens sur qui on a beaucoup écrit, et aujourd'hui, ils ont envie d'écrire leur histoire, ils ont envie d'écrire leur pays. Il y a des auteurs locaux, il y a Chantal Spitz qui dit son pays, avec violence parfois, Tita Wapeu, Nicolas Kurtovic, il y a plein d'auteurs de partout. Une demi-douzaine d'éditeurs ultramarins et une trentaine d'auteurs et écrivains d'outre-mer ont fait spécialement le déplacement à Paris pour dédicacer leurs ouvrages au cœur de ce salon grand public. Plus de 250 livres de poésie, romans, jeunesse, histoire, écrits outre-mer s'offrent ici à des lecteurs assidus en quête de nouveautés et de dépaysement. C'est une littérature qui n'est pas du tout assez mise en valeur, en tout cas que moi je ne vois pas assez dans les librairies actuellement. Et donc je suis super intéressée pour découvrir des auteurs des Outre-mer. Je ne connais pas du tout et c'est justement cette méconnaissance qui me fait aller vers ce territoire. Parce qu'il y a toute une histoire, il y a toute une mythologie, il y a toute une légende, donc c'est à creuser, donc voilà. Un peu à l'écart, chez un grand éditeur français, un autre ultramarin, journaliste, dédicace son premier livre. Un bouquin un peu particulier, celui de son histoire douloureuse passée durant 711 jours comme prisonnier aux mains de djihadistes au Sahel. J'ai voulu délivrer un message, délivrer mon histoire, mais je ne sais pas comment elle sera ressentie. On a besoin de ce contact avec le lecteur pour savoir ce qu'ils en pensent, comment ils ont senti le livre, et puis savoir si on a touché au but ou pas, donc c'est intéressant, ouais, forcément. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus au Grand Palais pour cette 35e édition du Salon du Livre de Paris. L'an passé, un visiteur sur 2 avait moins de 25 ans. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le contrôle coercitif, en passe de devenir un délit pénal reconnu comme violence conjugale. Cela englobe les manœuvres pour isoler, contrôler la victime en surveillant ses déplacements et ses communications, en intimidant ou en dévalorisant. Les parlementaires sont en train d'examiner le texte. À suivre, la série Simon Coleman. L'information locale continue dès demain matin, 6h30 en radio avec Ali Hoet et Fafana et Jules Bourga. Et demain soir à cette même place, 18h30, Thomas Terite-Poroarei et 19h, Suliane Favenek. Excellente soirée sur La Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet